La mort, c'est ma vie, de Philippe Boxeau, chapitre 2, la fin de Dracula. Il y a dans ma salle d'autopsie un grand bocal qui contient un thorax humain. Nous sommes habitués à l'y voir, mais il surprend toujours les visiteurs. Il faisait autrefois partie d'un musée médico-légal, aujourd'hui disparu. Mon université, l'université de Liège, est née en 1817, à une époque où la photographie n'existait pas et où le respect des corps n'avait pas le même sens ni la même portée qu'aujourd'hui. Enseigner l'anatomie est une chose compliquée quand on le fait avec les seuls mots. Il est bien plus aisé de montrer les structures décrites que de les imaginer. Napoléon a dit « Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Et c'est vrai aussi en anatomie. Le premier à l'avoir compris est André Vézal, 1514-1564. Fameux chirurgien de la Renaissance, le premier à avoir publié un livre d'anatomie d'anatomie corporelle, Fabrica 1, 1543, en y intégrant les dessins des structures décrites. 300 dessins magnifiques, réalisés par l'école du Titan II, même si cela prête à sourire aujourd'hui, il n'en avait pas de même à l'époque où cela a fait un tollé car ses contemporains ne pouvaient concevoir de dessiner l'anatomie et l'Église l'a mis à l'index 3 de Humani corporel, Fabrica, ouvrage fondateur de l'anatomie moderne, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux livres du monde. Pour parfaire l'enseignement de l'anatomie, même si le dessin est d'une grande aide, rien ne vaut la visualisation des pièces réelles. On l'a si bien compris qu'aujourd'hui encore, nos étudiants en médecine pratiquent la dissection, même si la mode est à l'autopsie numérique. Il n'en a pas toujours été ainsi. C'est l'université de Bologne, la première université au monde qui
Au XVIIe siècle, avant les autres réalisé des dissections humaines. Ce n'est qu'en 1340 que les premières dissections ont eu lieu et France à Montpellier, puis à Paris à partir de 1407 pour y devenir pratiquée courante à partir de 1470. Puisque la photographie n'existait pas, les universités disposaient de prosecteurs, des personnes formées à la dissection et capables de réaliser des pièces anatomiques de démonstration utiles à l'enseignement. Certaines de ces pièces ornent encore les couloirs de nos instituts d'anatomie. Même ça, elles ont un peu perdu de leur utilité. Aujourd'hui, la technologie moderne nous permet de visualiser n'importe quelle structure anatomique de façon claire et précise, ce qui est utile pour la révision plus que pour la découverte. Rien ne vaut la découverte en vrai. Selon moi, qui suis déjà un dinosaure dans le métier, plus de 30 ans de pratique, plus de 20 ans d'enseignement et une retraite qui approche à grands pas. La dissection, c'est l'apprentissage de l'anatomie. La connaissance de l'anatomie, c'est la base de la médecine. C'est pour cela que la dissection ne sera jamais remplacée par quelque technologie que ce soit, parce qu'elle est la base de l'apprentissage de la médecine. Ces pièces anatomiques sont conservées dans de grands bocaux remplis de formol pour assurer leur conservation. Elles sont là plus pour l'histoire que pour la démonstration, mais aussi parce que certaines sont de vraies œuvres d'art que l'on doit à la dextérité de nos processeurs. Dans ce contenance, nous disposons de peaux percées par un couteau ou une balle d'arme à feu. Par exemple, un cadavre quasiment complet est suspendu dans une espèce de sarcophage que l'on peut observer à travers une vitre. Nous l'appelons la momie. Mais il s'agit en fait d'un corps qui a été retiré des eaux de la Meuse au siècle dernier, complètement saponifié,
transformé par son séjour dans l'eau. Il lui manque la tête, les membres supérieurs et le sexe, mais la saponification est bien visible. Avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Université de Liège avait une collection bien plus nombreuse. Je n'ai évidemment pas connu ces pièces, mais mon prédécesseur m'a raconté leurs histoires au cours du temps. Diverses pièces anatomiques destinées à la démonstration pour l'enseignement ont été accumulées dans ce que l'on appelait le musée médico-légal, visitable par les étudiants pour parfaire leurs connaissances, mais aussi assouvir leur curiosité, qui n'est pas nécessairement un défaut. Que serait-nous sans cette curiosité qui nous pousse à nous instruire? Durant la guerre, les concierges avaient un jour tendu leur linge dans cette pièce pour l'y faire sécher. Pour faciliter le séchage, ils avaient ouvert les fenêtres. Malheureusement, un formidable coup de vent ou une formidable explosion a emporté les draps et avec eux les armoires qui contenaient les bocaux. Beaucoup d'entre eux ont explosé au contact du sol et les pièces anatomiques qu'ils contenaient ont dû être jetées. Et voilà comment un bocal contenant un thorax s'est retrouvé dans ma salle d'autopsie. Il fait partie des murs. Voici son histoire. Au siècle dernier, voire au précédent, Léon et Gerlando étaient voisins. Au début, leur entente était cordiale, mais le temps passant, elle s'est détériorée. Cela arrive parfois. Ils ne se sont pas disputés, non, mais Gerlando a changé. Il est devenu mystérieux, disait-on ainsi. Il a meublé sa maison de bougies, toujours allumées, même à proximité des rideaux, risquant à tout moment, au moindre coup de vent, d'y mettre le feu. Léon le lui a fait remarquer. Pas content, Gerlando lui a balancé. Tu es un être mauvais, ce qui n'a pas arrangé les choses entre eux. Plus tard, Félix, le chat de Léon, a disparu. Léon en a parlé à ses voisins. Félix serait-il bloqué quelque part dans un coin, par exemple? Mais personne ne l'avait vu. Un jour, Pierre, victime
d'insomnie a vu par la fenêtre de sa chambre Gerlando enterrer des sacs dans un terrain vague en face de sa maison. Ce comportement lui a semblé plutôt étrange. Il a évidemment imaginé que si Gerlando agissait ainsi, c'est qu'il avait quelque chose à cacher. Le lendemain, Pierre a raconté à Léon ce qu'il avait vu. Tous deux ont décidé de mener une opération commando et d'aller déterrer les sacs en question. Et alors que la nuit venait de tomber, voilà nos deux voisins en train de creuser la terre. Il n'a pas fallu creuser bien profond pour trouver les sacs, mais l'odeur qui en émanait était insupportable. C'est avec des hauts le cœur que Léon et Pierre ont découvert que les sacs contenaient des cadavres de chats éventrés. Et parmi ces chats, Léon a reconnu Félix. Léon est devenu furieux. Il s'est rué chez Gerlando, a tambouriné à sa porte, comme un malade, en gueulant. « Tu as tué mon chat, salaud! Je vais t'ouvrir le bide, comme tu le lui as fait. » T'ouvrir vivant, espèce de merde, espèce de malade. Léon était si énervé qu'il a menacé de défoncer la porte pour faire la peau de Gerlando, qui s'est cloîtré dans sa maison. Il ne s'est plus manifesté. La police est arrivée. Après quelques explications de Léon, qui a fini par se calmer, la police a, à son tour, tambouriné à la porte de Gerlando, mais il n'a pas ouvert. À cette époque, la maltraitance animale n'était pas considérée comme une infraction. Et les policiers n'avaient donc pas de motif légal pour interpeller Gerlando. Et sûrement pas pour perquisitionner sa maison. Ils ont décidé de rentrer et de faire rapport à leur supérieur. Il n'y a pas eu de suite. Léon n'en pouvait plus de ce Gerlando qui vivait de l'autre côté du mur, mitoyen, du mur de son couloir. Comment l'oublier alors qu'il voyait sa maison chaque fois qu'il rentrait chez lui, qu'il voyait son jardin mal entretenu, chaque fois qu'il regardait par la fenêtre. La présence et même l'existence de Gerlando lui était devenue insupportable. Un jour, Léon a pénétré chez son voisin par effraction. Il y régnait une odeur pestilentielle, mêlant poussière et transpiration,
et même putréfaction. Léon s'est dit que Gerlando devait avoir d'autres animaux morts quelque part sur lesquels il avait dû se livrer à des atrocités similaires à ce qu'il avait fait à Félix. Cette simple idée l'a renforcé dans la conviction qu'il fallait faire ce qu'il s'apprêtait à commettre. Léon est entré dans le salon et a trouvé Gerlando endormi dans le canapé. Il a levé le manche de bois de la pelle qu'il avait prise avec lui et a frappé Gerlando à la tête. Celui-ci, qui venait d'ouvrir un œil, a replongé pour un moment. Léon a visité la maison et ce qu'il a vu l'a sidéré. Outre des bougies allumées partout, il y a trouvé dans la cuisine des cadavres d'animaux, chats et chiens, égorgés, ainsi qu'une carafe et un verre plein de leur sang. En toute logique, Léon en a déduit que Gerlando buvait le sang de ces animaux. En effet, après les avoir saignés en leur tranchant la gorge, Gerlando leur avait ouvert le thorax et l'abdomen, laissant les organes à l'air libre. Léon ne parvenait pas à détacher ses yeux des cadavres de ces pauvres bêtes. Un miaulement l'a distrait. Un chat était enfermé dans une cage dissimulée sous l'évier. Il a extrait la cage et sorti au jardin et a laissé le chat partir. Léon est revenu à la cuisine, a nouveau porté les yeux sur le cadavre de l'animal ouvert sur la table comme pour une dissection. En y regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'il y avait des dégâts du côté gauche du thorax, où un organe avait disparu. Vu la localisation, cet organe c'était le cœur. Mais qu'est-ce qu'il avait bien pu faire du cœur? En toute logique, Léon en a déduit que Gerlando mangeait le cœur de ces animaux. Il a alors imaginé ce qu'avait vécu son chat. Et puisque la police ne pouvait lui allait agir. Gerlando s'est réveillé, couché sur le dos, ressentant un abominable mal de tête. Il a tenté de lever une main vers son crâne, mais n'y parvenant pas, il s'est rendu compte que ses mains étaient entravées. Se réveillant petit à petit, il a reconnu le plafond de sa cuisine. Il était couché sur la table et il ne pouvait pas bouger. Il était attaché. Il a crié. Il a hurlé. La panique s'est emparée de lui. Il s'est souvenu qu'il s'était endormi dans le
dans le divan. À présent, il était attaché comme ses victimes avant lui. Au secours, vous êtes là? Je sais que vous êtes là. Répondez-moi. Que me voulez-vous? Que vous ai-je fait? Répondit Léon. Était dans le salon. Il s'écoutait, attendant son heure. Il prenait son temps. Il était en train de tailler une pièce de bois, en silence, délicatement. Du bois bien dur, qu'il taillait en pointe. Au bout d'un moment, Gerlando s'est tu, attendant pour sa part le retour de son agouze. De son agresseur. Les questions obsédantes se bousculaient dans sa tête. Qui est-il donc? Que lui voulait-il? Pas le tuer? Il aurait déjà eu tout le temps de le faire. Ce n'était pas un cambrioleur. Il se serait contenté de l'assommer. S'il était attaché dans cette position, c'était par quelqu'un qui lui en voulait. Mais qui et pourquoi? Du bruit, enfin, qu'on en finisse. Vous êtes là? Qui est-ce? Léon a fait son apparition dans la pièce. C'est toi, Léon. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as attaché? Léon n'a pas dit un mot. D'une main, il a posé un pieu de bois pointu sur le thorax de Gerlando, juste à hauteur du cœur. Gerlando a senti la pointe très aiguisée dans son autre main. Léon tenait un maillet. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça ne va pas? T'es malade? Léon a souri. C'est à cause de ton chat. Écoute, je suis désolée. Vraiment, je m'en veux du mal que je t'ai fait. Mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Léon souriait toujours. Mais enfin, tu ne vas pas me tuer. Pour un chat, ce n'était qu'un chat. Léon ne souriait plus. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas dire. C'était son chat, son Félix. Gerlando, tu vas mourir. Je vais te crever comme le vampire que tu es, à boire le sang des animaux. Bien le bonjour à Dracula. Gerlando a crié. S'est débattu comme un diable. Mais il était bien attaché et il n'y avait que Léon pour l'entendre. D'un geste puissant et affirmé, sans la moindre hésitation, Léon a frappé du maillet sur le pieu bien pointu et en 3 coups l'a fait pénétrer profondément dans le thorax pile à hauteur du cœur. Gerlando a continué à se débattre et à crier. Puis les cris ont baissé en intensité, les plaintes aussi. Puis il a perdu connaissance et il est mort. C'est le thorax de Gerlando qui se trouve dans ce bocal, dans ma salle d'autopsie, depuis vraisemblablement plus d'un siècle.
bien qu'on ne connaisse pas la date précise de sa mort. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais c'est celle qui m'a été racontée. Je l'ai un peu romancée, je l'avoue. Ce bocal intrigue chaque visiteur. Tous sont impressionnés par ce pieu planté dans le thorax. On le voit traverser la peau et s'enfoncer dans le cœur. Cette histoire n'est pas sans évoque celle du comte Dracula, personnage de fiction créé par l'écrivain irlandais Bram Stoker en 1897 dans un roman épistolaire qui a connu un grand succès. L'histoire s'inspire d'un personnage qui a vraiment existé au XXe siècle. Vlad Testi, prince de Valence, en actuelle romanaise. Vlad est né en 1431 et s'est illustré par les empalements qu'il faisait perpétrer sur ses animes, dont des membres de sa famille. Ce charmant personnage a reçu le surnom bien mérité d'emballeur. Il se faisait également appeler Dracule en tant que membre de l'Ordre du Dragon, une confrérie créée au siècle précédent dans le but de défendre la chrétienté contre les Ottomans. C'est de là que vient le mot Dracula, qui certes donne nom au personnage de Bram Stoker. Selon la légende, les vampires peuvent être tués d'un pieu planté en plein cœur, car le bois fait le pieu est lui-même mort là. Mort se diffuse ainsi dans tout l'organisme par le sang et tue le vampire. Parmi les bocaux qui ont échappé à la casse et qui sont conservés dans les caves de l'Institut médico-légal IML, il en est un qui contient une main porteuse d'une plaie par coup de couteau, peut-être une lésion de défense. Sur l'un des doigts, on voit une plaie par instrument tranchant, bien nette.
typique. Ce type de lésion peut se produire dans deux situations. Soit parce que le porteur du couteau l'a manipulé maladroitement, soit parce que celui à qui appartenait la main a tenté de se défendre contre une agression au couteau. Réflexe. Lorsqu'on est agressé par un couteau, est de tenter de le saisir pour désarmer l'auteur. En général, cela se solde par un échec, le couteau étant fait pour être tenu par le manche. Celui qui le tient dispose d'un sérieux avantage sur celui qui veut le désarmer. Ce faisant, puisque la victime saisit le couteau par la lame, elle se blesse à la main. Sitôt celle-ci refermée sur la lame, et que celui qui tend le couteau par le manche le retire. La preuve que ce n'est pas une bonne idée, c'est que la main de la victime est dans un bocal. D'autres bocaux contiennent notamment des fœtus qui n'ont pu aller au cours de leur développement pour cause de malformations graves, comme l'absence de cerveau. Il y a aussi cette peau du thorax d'une femme qui a été lardée de coups de couteau. Selon moi, il s'agit d'une femme qui a été victime d'un féminicide, tuée par un amoureux et conduit, ou en tout cas par quelqu'un qui avait des raisons très personnelles de s'acharner sur elle. Il s'agit le plus souvent d'hommes que le désespoir, la colère ou la jalousie rendent véritablement fous, de douleur psychique et de rage. Ils s'en déchargent en tuant leurs victimes, quasiment toujours à coups de couteau, quasiment toujours au thorax, quasiment toujours par un grand nombre de coups, souvent plus de 30, quasiment toujours aussi. Ils ne se souviennent pas d'en avoir donné autant et le plus souvent, ils ne mentent pas. Leur cerveau a scotomisé les coups au-delà des premiers. Il y a encore cette peau marquée par le passage d'un véhicule. Visiblement, quelqu'un qui a été écrasé par une voiture. Pour la petite histoire, mon université s'est vue offrir en 1824 la tête du dernier guillotiné. Les joies dont j'ai déjà parlé dans un précédent livre 5. Il s'appelait Raïr et avait tué le
le curé d'un village qui l'avait surpris en train de le cambrioler. Elle a été offerte par les instances de la ville à la jeune université qui ne possède pas encore de collection anatomique pour servir à l'enseignement. Cette tête a spontanément momifié et au bout d'un long périple a été confiée au musée de la vie wallonne à Liège, où elle est visiblement dans la pièce où est également exposée la guillotine responsable de sa décollation. À propos de la fabrique du corps humain, où Tiziano Rosselli, peintre et graveur italien. Procédure en vigueur de 1559 à 1967, par laquelle l'Église mettait une œuvre jugée impie ou dangereuse sur une liste noire. Pourquoi peut-on dire que Dracula n'est pas une légende? Dans ce Berne, les pourquoi de l'histoire. Paris. Albin Michel. Histoire de cour d'assises. Dont les morts ont la parole.